on prend les mêmes et on recommence. Pour ceux qui ont un petit peu suivi l'aventure Twitter, j'avais déjà filmé cette intro. Le souci étant que, en plus de me trouver dégueulasse, je ne dis pas grand chose d'intéressant dans cette intro. Donc du coup, nous sommes aujourd'hui le 12 ou le 13 avril. Ça fait déjà donc 2 semaines que j'ai commencé cette lecture commune. Mais je vous fais l'intro et ensuite vous reviendrez dans le passé un petit peu avec les rushs de ce début du mois. J'ai donc décidé, du coup il y a déjà les... J'ai donc décidé de participer à la lecture commune du prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. J'espère ne pas mettre... Ouais, parce qu'à chaque fois je l'appelle Shannon Samantha ou quelque chose... voilà. Enfin bref. De Samantha Shannon, qui était un livre que je voulais lire depuis très longtemps, mais sa taille me faisait un peu flipper, son prix me faisait un peu flipper, et pas grand monde en parlait, jusqu'au jour où ça a fait un boom sur les réseaux, tout le monde a commencé à le lire, tout le monde a commencé à adorer, et Nadège en a parlé. Et plus Nadège en parlait, plus j'avais envie de le lire, et Nadège a soudainement parlé d'une lecture commune au mois d'avril, et j'étais là, Cécile, c'est ton moment, tu vas participer à cette lecture commune, tu vas lire le bouquin, ce truc-là, cette énorme brique avec les copines, et tout va bien se passer. Du coup, avant de parler un petit peu du livre et avant de passer au reading vlog, il faut absolument que je vous parle de Nadège et il faut absolument que je vous parle de son blog. Et je l'ai déjà fait et j'ai pris des notes pour être sûre de ne rien oublier. Je vous ai déjà parlé du blog Planète Diversité, mais si jamais vous n'y êtes toujours pas allé faire un tour, déjà, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et ensuite, c'est le moment, il faut aller voir ce blog, il est absolument merveilleux. C'est un blog qui regroupe des articles, des reviews, des chroniques, des discussions sur la littérature young adulte, sur la littérature young adulte, jeunesse et un petit peu d'adulte aussi de temps en temps, mais avec un petit soupçon de magie. Parce que ce petit soupçon de magie que Nadège vient se poudrer là-dessus, c'est tout ce qui est en rapport avec la diversité, quelque chose dont on manque énormément dans notre pop culture, en fait, pas que dans la littérature, mais qu'on manque en général dans tout ce qui constitue nos arts et notre culture. Elle y parle donc de tout ce qui est littérature inclusive, c'est-à-dire avec des personnages queer, des personnages racisés, des personnages handicapés et peut-être même d'autres sujets qui là ne me viennent pas en tête. Et tout ça en prenant soin de parler de bonnes représentations et de mauvaises représentations, parce que contrairement à ce que tout le monde pense, il suffit pas de mettre un personnage queer handicapé ou racisé pour remplir un quota et que ensuite votre bouquin soit bon et ait une bonne représentation. Non, ça reprend beaucoup de points qu'il faut pas reprendre les clichés, il faut pas reprendre des propos des fois racistes et homophobes, enfin du racisme ordinaire ou de l'homophobie ordinaire, enfin bref, c'est plein de choses pour voir que certains des livres qu'on lisait plus jeunes, qu'on pensait être une bonne représentation, ne l'étaient peut-être pas en fin de compte, et du coup c'est un blog très intéressant, où en plus d'avoir de très bonnes lectures, on en apprend énormément sur ce que c'est d'avoir une littérature diverse. On y parle aussi beaucoup de féminisme, de sensitive reading, de queerbaiting, enfin bref, tous les sujets qui tournent autour de la diversité dans les romans. En gros, tout ce qui fait dire aux idiots et aux puristes qu'on ne peut plus rien dire, ou alors qu'on ne peut plus rien écrire. Du coup, c'est un blog à connaître si jamais vous voulez vraiment en apprendre un peu plus sur ce que c'est que la diversité dans la fiction, si vous voulez diversifier vos lectures ou même diversifier votre écriture si jamais vous écrivez. Et tout ça tenu par la merveilleuse Nadège, que j'aime de tout mon cœur, que je trouve absolument adorable. La dernière fois que j'ai parlé d'elle en vidéo, elle est tombée sur cette vidéo, donc je sais pas si c'est parce que quelqu'un lui a dit ou si c'est parce qu'elle les regarde, mais elle m'a envoyé un message trop mignon après en voyant que j'avais parlé d'elle, mais parce que en fait, enfin me remerciant d'en avoir parlé, mais en fait c'est plutôt ton boulot à toi qu'il faut qu'on remercie parce que tu fais un boulot de dingue pour ce blog. Donc franchement, voilà, allez voir Nadège, elle a des opinions et des valeurs qui sont... qu'elle défend corps et âme et avec une écriture mais alors géniale. Et le jour où elle sortira un livre, il me le faut, tout simplement. Donc pour revenir au livre vite fait, en fait je ne connaissais pas grand chose de ce livre-là, je connaissais les noms des personnages parce que Nadège en parlait tout le temps, je sais qu'il y a des dragons, et moi il m'a été vendu, comme il a été vendu à beaucoup de monde, comme étant le Game of Thrones avec des lesbiennes, en gros le Game of Thrones que tout le monde attendait, enfin que tout le monde, Game of Thrones que moi j'attendais, et du coup rendez-vous dans les prochains rushs pour voir où on en est. Bienvenue dans ce nouveau segment qu'on va appeler Cécile essaye de vous résumer le livre pour vous donner envie de le lire alors qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas douée pour ça. Au passage, même ce vlog, il sait plus quel jour on est, hein. Je crois qu'on est le 28 avril. Ouais,
je filme ça quand je peux, quand je veux, enfin voilà, c'est un sacré bazar, mais accrochez-vous, ça va le faire. Alors, de quoi parle le prieuré de l'Oranger? Franchement, je ne déconne pas quand je vous dis que je ne suis pas douée pour faire des résumés, donc franchement, il va falloir vous accrocher. Le prieuré de l'Oranger se passe dans un monde complètement imaginaire, où il y a des dragons. C'est un excellent début ça Cécile, franchement c'est génial. On y suit plusieurs narrations. La première narration qu'on suit c'est celle du personnage de Ead, mais en fait pour expliquer le personnage d'Ead, il faut expliquer le personnage de la reine Sabran. Donc à l'ouest, je crois, il y a le Rénome de Beretné, qui est un royaume gouverné par la reine Sabran. Et le deal, en fait, c'est que il y a longtemps, un dragon a attaqué le Rénome, en tout cas, enfin, a attaqué cet endroit, et une femme, une des ancêtres de Sabran, a combattu ce dragon et l'a enfermé dans l'océan. Donc elle l'a pas vaincu, mais elle l'a enfermé quelque part dans l'océan, qui s'appelle le Sans-Nom. Et la légende dit que tant que la lignée des Beretnet perdurera, et surtout tant que les reines donneront naissance à une fille, pour que le Rénome reste un Rénome, le dragon, le Sans-Nom, restera enfermé. Sauf qu'au royaume de Beretnet, quand on commence cette histoire, il y a un petit peu une espèce de petite querelle de religion. Il y a ceux qui croient en cette légende et qui croient grandement en Sabran, qui la vénèrent, mais il y a également ceux qui veulent que le Sans-Nom se réveille, qui prient et qui vouent un culte au Sans-Nom et qui veulent le réveiller. Et pour ça, il faut s'assurer que la reine ne donne pas de descendance, et quoi de mieux que de buter la reine en fait. Et c'est là que Id ou Ead entre en action, car sous sa couverture de dame de compagnie, elle a en fait été envoyée pour protéger la reine, parce que les tentatives d'assassinat se font de plus en plus nombreuses, en fait, de plus en plus récurrentes. De l'autre côté de l'océan, donc dans l'est, il y a... du côté de Sabran, on a peur des dragons. C'est une menace du côté de chez Sabran dans l'ouest. Les dragons sont vus comme des créatures, de méchantes créatures, qui commencent à se réveiller petit à petit et qui donc bousculent un peu la légende. Et on les vénère pas du tout, voilà, ce sont les ennemis. Et dans l'Est, on va suivre l'histoire de Tané. Tané qui apprend à être dragonnière, qui rêve de devenir dragonnière pour chevaucher des dragons. Parce que dans l'Est, les dragons, ce sont des dieux, on les vénère, et ils peuvent être également des alliés. D'ailleurs, de chaque côté, ils ont des dragons un peu différents. Du côté de Sabran, il y a des wyrms et des vouivres, ça aussi c'est facile à dire comme nom, on adore, qui sont des espèces de créatures dragoniques. Moi quand je lis le livre, je les imagine un peu comme les dragons qu'on voit dans Game of Thrones, dans tout ça, mais il me semble que j'avais fait une recherche sur internet et que c'est pas tout à fait ça, mais ça se rapproche un peu de l'idée qu'on se fait nous des dragons. Et dans l'ouest, chez Tané, ce sont des dragons d'eau, des dragons japonais, qu'on a tous vus, qui sont assez reconnaissables. Ils n'ont pas d'ailes, ce sont ces espèces de grands serpents et tout. Je trouve ces dragons absolument magnifiques. Blague à part, si on veut dire, mais moi j'ai joué à Zelda Breath of the Wild, et à chaque fois qu'il y avait un dragon dans Breath of the Wild, il y a 3 dragons, qui sont comme des dragons d'eau, qui volent, mais qui sont des dragons d'eau, et ils n'ont pas d'ailes, ce sont ces longs serpents qui se baladent dans le ciel, et à chaque fois j'étais là, ah, ils sont trop beaux. J'ai observé ces dragons pendant des heures, hein, plutôt que d'aller combattre le grand méchant. On s'en fout. Mais voilà, ce sont ces dragons qui ont qui sont comme de grands serpents et qui ont ces visages, ces têtes très reconnaissables. Si vous tapez dragon d'eau, vous verrez très bien ce que c'est. Donc voilà, donc nous avons Tané qui a pour but de devenir dragonnière et de chevaucher un dragon. Ensuite, on a Niklas. Alors Niklas, j'ai pas la moindre idée d'où est-ce qu'il se situe sur cette carte. Mais Niklas, on apprend que il a été banni par Sabran. On sait pas trop pourquoi. On l'apprend plus tard. Il a été banni vers Sabran parce que elle lui a fait une demande, une requête. Il est alchimiste, je crois. Elle lui a fait une demande, une requête qu'il n'a pas su lui donner, et du coup elle l'a banni, et il est toujours à la recherche de cette demande, de cette requête, afin de rentrer à la maison. Et enfin, on a Lot. Alors moi, Lot, j'ai toujours pas compris ce qu'il foutait dans le sud. Il est dans le sud, mais j'ai toujours pas compris. Et moi, le personnage de Lot... Ouais, allez chercher ailleurs si vous voulez savoir ce qu'il fait, parce que je sais rien, je vais passer pour une pure idiote pendant ce vlog, hein. Mais il y a énormément de trucs que j'ai absolument pas capté, et le personnage de Lot, c'est la majorité des trucs que j'ai pas compris. Il y a plein de trucs qui se passent autour de Lot que j'étais là. Ah bon? Il s'est passé ça.
J'en suis actuellement au chapitre, que je ne dise pas de bêtises, 16, page 227. Les choses commencent à bouger et commencent à se passer plein de petits trucs ici et là qui sont vachement sympas, certains plus sympas que d'autres. Je m'attache pas à tous les personnages, je m'attache surtout à Sabran et Ad, Id. Je sais pas comment on prononce, la majorité des prénoms là-dedans, je sais pas comment on les prononce. Je m'attache surtout à ces deux personnages-là, ces deux femmes-là. Je sais pas, il y a un truc dans la manière dont elles parlent entre elles, dans la manière dont elles se comportent qui me parle énormément. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup. Il y en a plein où à chaque fois que je relis leur nom, je sais déjà plus qui ils sont, il va falloir que je prenne des notes. Avec, j'ai déjà commencé à noter 2-3 trucs. C'est très fluide et très agréable à lire. Et c'est un vocabulaire vachement sympa. J'ai l'impression d'apprendre plein de nouveaux mots, que ce soit en rapport avec la mythologie, les dragons, tout ça, ou des mots basiques. Ça change de mes lectures young adulte, où je connais tous les mots et où j'annote pratiquement que dalle et où j'ouvre jamais un dictionnaire. Et c'est pour ça que ce roman, entre autres, n'a rien à foutre en jeunesse. Pour ceux qui suivent pas du tout ce livre, ou qui ne suivent pas du tout Planète Diversité, ou même l'univers du livre en général sur internet. Le prieuré de l'Oranger, qui moi m'a été vendu, je sais plus si je l'ai dit dans le premier clip, comme Game of Thrones, mais avec des lesbiennes, est vendu en jeunesse. Il est sur ma table de nouveautés jeunesse depuis un moment, tout comme Vicious de V. Schwab, qui parle quand même de suicide et de tout ça, hein. Donc ce sont deux bouquins qui techniquement n'ont rien à faire en jeunesse et qui ont encore plus rien à faire en jeunesse que quand elles sont vendues aux États-Unis. Ces deux livres, ces deux autrices sont vendus chez les adultes. Mais chez nous en France, on aime bien mettre les femmes qui font de la science-fiction et les femmes qui font du fantastique en jeunesse. Parce qu'une femme qui fait du fantastique, c'est forcément pour les enfants. Une femme qui écrit de la science-fiction, c'est forcément pour les enfants aussi. Donc du coup, voilà, un petit pic comme ça, hein, des petites histoires féministes un peu ici et là, hein. On fait ce qu'on peut. Je comprends pas du tout la comparaison avec Game of Thrones. Alors moi, ce que j'ai vu de Game of Thrones, c'est uniquement les 5 premières saisons, avant que je décide que c'est bon, j'en avais marre. Parce que je ne connaissais aucun personnage et que je comprenais absolument rien à ce qui se passait et que je me faisais chier en mourir. Personnel, hein, on n'attaque pas les autres, mais je pense que c'est surtout parce que c'est ce qui est écrit sur la page en fait. Il mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones. Alors du coup, oui, il mérite autant de succès, probablement. Est-ce que ça vaut le coup de comparer le bouquin? Non, je sens pas du tout la même ambiance, je sens pas du tout la même... je sais pas. Pour moi, ça me rappelle absolument rien du peu de Game of Thrones que j'ai vu ou lu. Je disais que c'était fluide et je pense qu'on peut beaucoup remercier la traduction pour ça. Alors je sais pas du tout qui l'a traduit, j'ai pas été chercher. Traduit dans l'anglais par Benjamin Kunzer et Jean-Baptiste Bernet. Alors moi je n'ai pas lu The Priory of the Orange Tree en anglais. Nadège l'a lu, donc Nadège doit avoir une expérience complètement différente de la nôtre, je pense aussi, pendant cette lecture commune. Mais en fait, des fois quand vous lisez un bouquin et que vous avez l'impression que c'est pas fluide, que c'est dur à lire, que tout ça, c'est pas forcément la faute de la plume, ça peut aussi être de la faute de la traduction. Et donc du coup, je sais pas si la traduction est bonne, si la traduction est accurate, si elle est bonne, mais en tout cas elle est très fluide, on sent pas que c'est de la traduction. On m'aurait dit tiens c'est écrit par un français, par une française, sans m'intéresser plus, j'aurais fait ok ouais si ça sonne français, ça sonne comme un bouquin qui a été écrit en français, donc c'est moi je trouve un très bon travail de traduction, parce que croyez-moi qu'on envoie des trucs pas fluides quand on fait de la traduction. Que ce soit des bouquins qu'on ait lus, Gone, il y avait des passages par exemple où ça se sentait que c'était une traduction. Hein. Il y a plein de romans en young adulte aussi où ça se sent que c'est de la traduction, où même si tu le lis, tu sens que ça sonne pas français, tu l'aurais pas écrit comme ça. Il y a des trucs que j'ai vus d'amis correctrices ou d'amis traductrices qui m'envoient des trucs des fois pour faire du double check, pour que je vérifie un truc ou deux, ou même des trucs que moi j'ai traduits quand je retombe sur mes premières traductions. Traduction de mémoire, mes premiers brouillons, où c'est pas fluide. Donc voilà, ça peut être... c'est un bon point de ce livre. L'histoire est assez intéressante, c'est un peu lent
Mais justement, comme je viens de dire, il y a des petits trucs qui se sont débloqués. Et c'est... Ouais, c'est de la jalousie totale. Je vois du vocabulaire, je vois des trucs où je me dis jamais je pourrais écrire ça, quoi. C'est pas bien, en fait, de me faire lire ça. Ça me fait questionner encore plus mes capacités d'écriture. C'est pas gentil. Du coup, me revoilà. Nous sommes à présent donc le 12 ou le 13 avril. Je n'en sais rien. Moi, j'ai complètement perdu la notion du temps. Je viens à peine de me rendre compte qu'on était lundi et que du coup, j'allais pouvoir aller regarder Buffy contre les vampires. Mais sinon, je sais pas quel jour on est. Je sais juste que j'ai de l'avance sur ma lecture d'à peu près 1 ou 2 jours. Que donc là, je ne vais pas lire aujourd'hui et probablement pas demain parce que j'ai terminé le livre 2. Et donc du coup, parlons-en. De plus en plus de petits machins là. Alors si jamais vous vous demandez ce que j'annote en fait, c'est rien de bien impressionnant, c'est rien de bien tout ça. En fait, j'annote avec un niveau de jalousie. C'est-à-dire que quand c'est vert, c'est que oh tiens un mot ou une phrase un petit peu jolie, un petit peu sympa, oh, j'aime bien, je mets un truc. Orange c'est franchement j'aimerais bien pouvoir écrire comme ça, nanana, pourquoi moi j'écris pas des trucs aussi jolis, pourquoi moi je connais pas ce mot de vocabulaire, pourquoi tout ça. Et le rose c'est franchement il faudrait que j'arrête d'écrire parce que ce paragraphe là il vient de tuer tous mes bouquins en un paragraphe. Ça veut rien dire. Mais moi je connais le code couleur. En gros, c'est à chaque fois que j'apprends un nouveau mot ou à chaque fois que je trouve une phrase absolument magnifique, trop bien écrite, voilà, en me disant qu'un jour, eh ben, je saurais faire ça parce que comme j'aurais lu ce livre-là, j'aurais appris à le faire, mais je sais toujours pas le faire. J'annote mes livres comme ça depuis des années et je ne sais toujours pas le faire. Mais je le fais. Ça me fait du bien sur ma conscience et je suis contente d'apprendre des mots. Voilà, donc on en est à la moitié. Vous voyez pas mon joli marque-page? Je sais pas si je vous l'ai montré depuis le début. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert il y a très très longtemps. Et c'est mon marque-page, et c'est le marque-page que j'utilise que à la maison parce que j'ai trop peur de le perdre dans les transports. Enfin bref, on s'en fout. Où est-ce qu'on en est dans cette lecture? Je me rends compte que dans ce bouquin, j'en ai pour le moment absolument rien à faire des personnages masculins. Mais alors, rien, il peut leur arriver ce qu'ils veulent, j'y trouve pas grand intérêt. J'espère que ça va venir parce qu'ils ont l'air de vivre des trucs intéressants, mais moi ça me parle absolument pas. Et d'ailleurs, hier ou avant-hier, l'autrice Samantha Shannon a tweeté que apparemment il y avait des personnes ou des hommes qui se plaignaient parce que son bouquin était pas réaliste, parce que c'était les personnages féminins étaient trop mis en avant et que les personnages masculins ils étaient underdeveloped, ils étaient pas bien développés. Contrairement aux femmes qui étaient trop mises en avant et tout ça, et qui étaient trop nombreuses par rapport aux hommes. Et j'ai trouvé ça très drôle. Très drôle, parce qu'il se trouve que moi dans ce bouquin, les mecs, j'en ai rien à piffrer. Mais alors rien, je m'en fous, mais alors un truc de ouf. Toutes les meufs, elles sont tellement badass, elles sont tellement intéressantes. Au début, j'aimais pas trop le personnage de Tané, et là je commence à vraiment, vraiment adorer le personnage de Tané, à vraiment vouloir en savoir plus sur elle. Mais alors les mecs, mais rien à péter. Alors franchement, il peut leur arriver. Il y en a un qui est mort là. Ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais là, ouais, c'est bon, c'est bien. Ah, je m'en fous. C'est marrant parce qu'en fait, je regarde un peu certaines personnes qui parlent du livre, qui parlent de tout ça, que ce soit en vidéo ou sur les réseaux, qui disent que il se passe plein de trucs, il se passe plein de machins, et j'ai pas ce ressenti-là. C'est assez étrange. Je pense aussi que c'est parce que c'est pas une lecture facile, c'est une lecture un peu difficile pour moi. Je sais pas si c'est parce que je lis pas assez souvent de l'adulte ou de la vraie fantasy. Parce que voilà, ça c'est vraiment, enfin, je suis désolée, mais ça c'est le niveau au-dessus hein, par rapport à ce que je lis. Hein. Non mais, enfin, sans vouloir vexer qui que ce soit dans cette bibliothèque, hein. Mais ça là, il y a des paragraphes que je relis 15 fois avant de comprendre ce qui se passe. Hein. Et du coup, je sais pas si c'est à cause de ça, mais moi j'ai l'impression que ça va lentement, lentement, oh, tout doucement. Puis d'un seul coup il se passe un truc, et c'est oufissime, et puis après ça repart lentement, lentement, lentement. C'est beaucoup d'exposition. Et c'est pas forcément un défaut, hein. J'ai rien contre l'exposition, mais des fois je suis là, il faudrait qu'il se passe un truc là, ce serait sympa qu'il se passe, que ça bouge un petit peu. Et j'ai l'impression d'être la seule à avoir ce sentiment là. Les dragons, ils sont trop bien dans ce bouquin. Les dragons, moi Tané, déjà non seulement j'adore Tané, mais j'adore son dragon. Alors par contre on va parler des noms 30 secondes. C'est quoi tous ces personnages? Alors je suppose que leurs noms ont une signification, faudrait que je cherche peut-être un petit peu, mais je suis incapable de les prononcer. Et il y a un paragraphe sur le dragon de Tané, où il est écrit un truc du genre son vrai nom était trop compliqué à prononcer pour les humains, du coup on l'appelait comme ça, et je suis incapable de prononcer ce nom. Donc au final, il est toujours trop difficile à prononcer pour les humains. En tout cas pour cette humaine-là. J'adore le personnage de Sabran. J'avais un petit peu mal au début, mais en fait, j'aime beaucoup comment elle est développée, j'aime beaucoup sa personnalité, comment elle parle aussi. J'ai pris des notes, hein, j'ai écrit 2-3 trucs. En fait, je trouve que c'est un personnage super complexe, qu'on sait pas toujours
enfin, quelle va être sa solution, quelle va être sa réponse. On a un peu toujours peur qu'elle se vexe ou... Enfin, quand Ehad lui parle, par exemple, ou Id, voilà, je sais pas comment elle s'appelle elle non plus, quand Ehad lui parle, on a toujours l'impression que, oh, elle va se vexer, oh, ou alors, non, elle va bien le prendre. Et à chaque fois, elle a la réaction opposée. Je trouve que c'est un personnage qui est très réfléchi, mais qui est quand même, enfin, vraiment ancré dans ses croyances, et ancré dans les traditions, et ancré dans tout ce genre de trucs. Donc, même si elle est réfléchie, elle est quand même, je sais pas, naïve ou bloquée dans des codes, des constructions qu'elle connaît. Et là, je sais pas trop où est-ce qu'on va se trouver, enfin ce qui va devenir de ce personnage, mais franchement, j'aime beaucoup. Alors j'ai remarqué, moi je le savais déjà, hein, mais je pensais pas que c'était déjà le cas dans ces livres, donc quand je lisais un livre, que j'étais vraiment dégoûtée par les grossesses. Oh, quand Sabran était enceinte, tous les petits détails trop mignons, genre, enfin que les gens trop mignons, qui étaient genre elle a posé sa main sur son ventre et elle sentait le cœur du bébé, j'étais là, oh non, non, par pitié, la touche pas, enfin non, je dois être la seule femme, je sais pas, qui est absolument dégoûtée par la grossesse et genre qui a des frissons là rien que d'en parler et d'imaginer des ventres de femmes enceintes, c'est oh non, je peux pas. C'est méchant de dire que j'étais contente de la scène de la fausse couche. Alors c'était un peu prévisible, mais le truc c'est que moi j'aime pas les histoires de bébés. À chaque fois qu'il y a des bébés dans les séries, dans les films, dans les bouquins, chaque fois que le personnage féminin est enceinte, pour moi ça... Je sais pas, je m'en fous des bébés. Il y a un passage qui m'a fait vraiment rire, je sais pas s'il y a que moi qui ai genre explosé de rire à ce moment-là, quand Sabran, elle va passer sa nuit de noces, je crois que c'est sa nuit de noces avec son nouveau fiancé, donc dans le but qu'elle tombe enceinte et tout, elle a super peur d'être stérile, elle a super peur de ne pas pouvoir subvenir à son royaume en leur offrant une fille, enfin, cette grossesse c'est vraiment une source de stress et elle lui dit, elle lui explique, elle essaie de se confier à lui et lui il lui dit qu'il faut qu'elle arrête de ruminer parce que ses pensées noires elles vont souiller la semence. Et j'étais devant mon livre, j'étais là, quoi? Pardon? Et ça m'a fait marrer. J'ai trouvé un truc vraiment beau en ce qui concerne donc du coup cette fausse couche. Quand, quand son fiancé meurt et qu'on lui demande, enfin que son mari du coup meurt, et qu'on lui demande comment elle veut appeler son bébé, elle répond Sylvan, il me semble que c'est ça, parce qu'elle veut l'appeler Sylvan parce que en hommage à l'endroit où est mort son mari. Et tout le monde lui dit, il faut pas que vous l'appeliez comme ça parce que c'est un prénom qui va porter le mauvais œil, en gros, enfin qui est de mauvais augure parce qu'il s'est passé une tragédie à Sylvan. Donc ne l'appelez pas Sylvan, sinon bah, vous allez apporter la tragédie à votre bébé. Et du coup, elle décide de l'appeler Gloriane en l'honneur d'une de ses ancêtres qui est vraiment un modèle pour son peuple et pour la cour. Donc elle décide de l'appeler Gloriane pour lui apporter la chance, la gloire, la force, enfin tout ça pour toutes les qualités d'une reine. Et le château est attaqué. Donc pendant cette attaque, Sabran perd le bébé et à la fin du chapitre, il est écrit que la statue de Gloriane regardait le sang s'écouler, enfin regardait le truc. Et j'ai trouvé ça, en fait, que du coup, ce qui était censé être positif devienne le négatif. Et voilà, moi c'est mon petit côté analyse de texte. Et j'aime bien. Voilà. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas souvent de diversité dans nos bouquins, parce que moi, depuis le début, quand je lisais toutes les scènes entre Ihad et Sabran, j'avais l'impression qu'on me faisait du queerbaiting. Alors le queerbaiting, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand dans un livre, dans une série, dans un film, tout ce que vous voulez, on vous fait croire que deux personnages du même sexe vont se mettre en couple, on joue sur les clichés, on joue sur les tensions, on joue avec la musique, tout ce que vous voulez, mais au final, ces deux personnages ne se mettront jamais en couple, et on le sait. C'est juste pour que les gens espèrent et soient attirés par la série et pour faire de la promo autour et pour créer tout ce qui est les fanfictions et tout ça, pour que l'on parle de la série et pour que certaines personnes pensent qu'il va en fait y avoir un couple gay et que enfin ces deux personnages seront canon comme on dit, mais ça n'arrive jamais. Alors je me doutais bien du coup qu'il n'y avait pas de queerbaiting dans ce livre, parce que s'il y en avait eu, Nadège n'en aurait pas parlé, mais c'est vrai que du coup j'ai retrouvé tous ces codes qu'on retrouve dans tous les bouquins, mais qui au final en fait n'arrive jamais. Donc du coup là quand il y a eu un bisou, et ben moi mon cœur il a fait c'est vrai, on se fout pas de notre gueule en fait. Et ensuite la fuite de Ehad du château, mon cœur il battait à tourne, genre ça j'étais là, oh, c'était tellement bien écrit et ça donnait tellement envie de savoir ce qu'allait se passer et on avait tellement peur qu'elle se fasse attraper, c'était trop bien, c'était une
trop une bonne fin pour cette partie-là. En fait. Et du coup, l'une des forces aussi de ce livre, c'est qu'en fait, il y a plusieurs narrations, plusieurs groupes de personnages qui vivent plusieurs aventures séparément, qui des fois se croisent, mais séparément. Et en fait, tout ce que chacun fait a une incidence sur la narration des autres, sur les aventures des autres. Et donc du coup, c'est super frustrant de voir l'un faire une erreur ou dire quelque chose et se dire « Ah, quelle répercussion ça va avoir sur la suite !» On se retrouve pour le livre 3. Personne m'avait dit qu'il y avait des histoires de piraterie dans ce truc-là. Mais c'est encore mieux. Bon, quand j'ai dit que j'en avais rien à foutre des personnages masculins, en fait, je retire ce que j'ai dit. J'en ai rien à foutre de Lot. Lot, pour moi, ça reste un mystère, mais je m'attache de plus en plus au personnage de Nicholas. Je pense que c'est principalement parce que ce qu'il recherche, en fait, c'est la réponse, enfin, c'est l'immortalité, quelque chose qui rendrait immortel. Et j'ai toujours eu une passion moi, pour ces histoires-là dans les films, dans les séries, dans les livres. Le bouquin que je suis en train d'écrire a justement une question d'immortalité à l'intérieur. Est-ce que c'est une malédiction ou une bénédiction? Et ouais, donc du coup, le fait que le personnage de Nicholas il tourne autour de ça, et ben au final, je commence à l'apprécier et je l'aime beaucoup maintenant. Il me fait beaucoup rire. Il est sur ce bateau de pirates là, il s'est un peu embrigadé dans un truc où il voulait pas trop s'embrigader et il se retrouve à continuer de chercher cette histoire d'immortalité. Il recherche un mûrier, j'ai pas trop compris comment ils en sont arrivés à comprendre que tout ça venait d'un mûrier, mais il recherche un mûrier, et il avait besoin d'un dragon aussi, donc ça, vous verrez, j'essaye de pas trop spoiler, mais je spoil un peu quand même. Enfin voilà, il y avait une histoire qui recherchait un dragon, et il cherche maintenant un mûrier pour percer le secret de la mortalité, de l'immortalité. Parce qu'il se trouve que c'est ça que Sabran avait demandé à Nicholas, elle lui avait demandé de percer le secret de la mortalité ou de l'immortalité, parce que comme elle ne voulait pas ou ne pouvait pas trop donner d'enfants à son royaume, qu'elle n'avait pas forcément envie de tomber enceinte, elle voulait, si j'ai bien compris, devenir immortelle pour que la lignée ne s'arrête jamais, pour protéger son royaume. En vrai, si ça se trouve, je vous dis vraiment des bêtises. Franchement, c'est vrai qu'il y a des passages et des trucs qui se passent que mon cerveau, il n'arrive pas à capter. Et je pense que c'est important aussi d'en parler parce que j'ai remarqué que j'étais pas la seule. Et j'ai remarqué que pas mal de personnes avaient abandonné leur lecture justement à cause de ça, et ça m'a fait me sentir un peu mieux en fait, de me dire mais non, t'es pas débile, c'est juste que c'est une lecture que t'as pas l'habitude, et ouais, il y a des trucs compliqués, il se passe énormément de choses. Ça a peut-être aussi à voir avec le fait que cette brique est un stand-alone, c'est un one-shot. Il n'y aura pas de tome 2, ce qui est génial d'ailleurs, parce que franchement, lire des sagas, ça devient de plus en plus chiant, parce qu'il y a de plus en plus de tomes, c'est de plus en plus dur à suivre, et le temps que ça sorte, moi je suis pas patiente, moi je veux savoir tout de suite, vous voyez. Donc en général, quand c'est une duologie ou une trilogie, je peux encore m'y mettre, et encore, il faut que j'ai lu dès le début, enfin que j'ai été dans le délire dès le début. Mais sinon, moi je lis plus vraiment de saga parce que ça me gonfle en fait. Il y a des trucs où j'arrive à la bibliothèque, je regarde et je vois qu'il y a 15 tomes et je suis non, je lirai pas ça. Alors que si ça se trouve, je passe à côté d'un truc de malade. Mais ça, c'est complètement un autre sujet de ce qu'on était en train de raconter. Donc, comme c'est un one-shot, c'est un condensé d'énormément de choses. Il y a tout un monde à créer, tous des personnages super intéressants et super approfondis à créer. Et du coup, moi j'ai du mal à suivre énormément de choses. Par exemple, on va revenir au personnage de Lot, et je suis ravie d'avoir discuté avec... Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que ton prénom c'est Andrea, mais c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Si tu t'appelles pas Andrea, je suis désolée. Mais j'en ai discuté avec Andrea, je suppose, que moi, quand il y a une scène, donc spoiler je suppose, où Ehad, elle retrouve Lot, elle revoit Lot, après un long moment, et en fait, on comprend enfin, il est écrit clairement que tout le monde pensait que Lot était mort. Et moi, j'étais devant ma page, j'étais genre, ah bon? On pensait qu'il était mort, lui? Mais pourquoi? Donc quand je vous dis que j'ai absolument rien suivi de ce qui arrivait à Lot, j'ai vraiment rien suivi. Mais vraiment, que dalle, ça m'est passé, mais au-dessus, en fait. Et donc du coup, c'est bien aussi de dire, parce que quand je regarde des vlogs, ou des reading vlogs, du coup, quand je vois des reading vlogs, je vois tout le monde soit ne pas parler des livres qu'ils n'ont pas réussi à lire, soit parler des grosses sagas qu'ils ont lues, tout ça, mais je vois jamais personne parler de la difficulté de lire, que ce soit quand on a un blocage, et qu'on n'arrive plus du tout à lire, quoique on commence à en parler un petit peu plus en ce moment, mais on a l'impression que c'est des machines à lecture, que ces gens-là, ils lisent 15 bouquins par jour, et qu'ils en font 15 vidéos, et qu'il n'y a jamais rien qui les bloque, jamais rien que... Enfin voilà, donc
on parle jamais du blocage et on parle jamais de ces bouquins que bah on comprend rien. Enfin, je dirais pas que j'irai pas jusqu'à dire que je ne comprends rien à ce qui se passe dans le prieuré, mais il y a des informations qui me passent complètement au-dessus. Donc c'est peut-être moi qui ai un souci de concentration, parce que c'est vrai que moi je lis 2 chapitres, enfin 2 paragraphes, et ensuite je me retrouve sur Twitter, on sait pas comment. Mais il y a aussi sûrement le fait que bah il faut savoir admettre que des fois il y a des lectures qui sont pas écrites pour nous. Comment dire? Parce que j'apprécie beaucoup ma lecture, c'est ça en plus le paradoxe, c'est que j'aime beaucoup ce que je lis, mais comme il y a des trucs qui me passent au-dessus, c'est vrai que des fois, eh ben, il y a sûrement des passages que j'apprécie pas à leur juste valeur. Et oui, je pense honnêtement que c'est que ça avec le fait que la majorité de ma lecture, enfin tout ce que vous voyez là, c'est du young adulte, et que le young adulte et l'adulte ne sont pas écrits de la même manière, et que j'ai tout simplement pas l'habitude de lire de l'adulte. Et c'est entièrement de ma faute, puisque c'est moi qui refuse de lire de l'adulte, parce que ça m'intéresse pas. Et que du coup, quand je me mets à lire de l'adulte, et ben ouais, il y a des obstacles, il y a des trucs que j'ai beaucoup de mal à comprendre, ou qui me passent au-dessus. Et il faut savoir le dire. Il faut savoir dire aux autres que oui, des fois, bah, c'est galère. Et en fait, c'est pas grave. On se décide soit de continuer sa lecture, soit de l'arrêter. Vous avez le droit d'arrêter de lire. Les gens qui... Il y a énormément de gens en ce moment, en général, c'est les petits nouveaux de Booktube ou les petits nouveaux de tout ce qui est le Bookstagram ou de la blogosphère, qui demandent est-ce que si j'arrête là, ça veut dire que j'ai lu? Est-ce que vous, quand vous arrêtez votre livre, vous voyez ça comme un échec? Mais vous avez le droit d'arrêter de lire un livre. Personne vous force à lire votre bouquin. Pas même vous, c'est censé être un plaisir. Si vous aimez pas lire ce livre, ne le lisez pas. Moi là, je suis en lecture commune, mais si le bouquin ne me plaisait vraiment pas du tout, ou si vraiment je ne pitais rien à ce qui se passait, j'aurais arrêté de le lire. Et regardez, j'ai quand même pas mal de petites notations. On est bien loin. J'en suis au livre 5, je crois. Ouais, j'en suis au livre 5. Ça veut quand même dire que j'apprécie ce qui se passe. Mais il faut juste accepter que des fois, eh ben, on comprend pas ce qui se passe. C'est un peu comme regarder Orphan Black. Quand tu regardes Orphan Black, toute la partie science, tu comprends que dalle à ce qui se passe, mais tu regardes, tu te laisses porter. Quand tu comprends pas, tu comprends pas. C'est pas grave. Il y a Tatiana Maslany, ça vaut le coup. S'il y a un truc que j'ai vachement aimé, commencer. Par contre, s'il y a un truc que j'ai vachement aimé dans les livres 3-4, c'est toute l'histoire autour de la sorcière Kaliba. Voilà. Non mais franchement, c'était tellement bien écrit, c'était tellement intéressant, et c'était un personnage qui... Moi, j'ai eu l'impression qu'on le rencontrait que maintenant, mais comme je vous le dis, comme des fois il y a des trucs qui me sont passés au-dessus de la tête, ça se trouve, ça fait pendant 3 livres qu'on ne parle que d'elle, mais voilà, moi j'ai eu l'impression donc de la rencontrer que maintenant, et en seulement donc 2 livres, on a eu toute sa backstory, qui elle était, ses intentions, je vais y arriver, ses intentions, sa personnalité et tout ça, et c'était phénoménal, c'était tellement malin, c'était tellement bien écrit, tout coulait de source, ça donnait tellement de sens à l'histoire et tellement de sens au chemin que l'histoire prenait, et ça reliait entre tout ce qui s'était passé avant, qui étaient des petits détails ou des petits événements ou des gros événements aussi, qui pour le moment semblaient ne pas avoir de lien les uns avec les autres, en tout cas pour moi. Et donc ça a tout connecté d'un coup avec un personnage franchement, mais génial, un personnage hallucinant que franchement je m'attendais pas à re-rencontrer un personnage aussi bien maintenant qu'on connaît Sabran, Tané et Had, ou Id. Maintenant qu'on connaissait ces 3-là qui franchement sont des personnages que j'aime énormément et qui ont énormément de caractère et qui ont énormément de... qui sont extrêmement bien écrits en fait, et je m'attendais pas à recroiser un nouveau personnage qui me ferait cet effet là dans ce livre, et je m'attendais pas à ça, enfin ce n'était pas ce que je voulais, je me disais pas oh tiens il manque un 4e personnage qui me ferait vibrer en fait. Et il se trouve que ce personnage-là, ouais, je me suis pris une claque dans la tronche dès que Ehad Id l'a rencontré. Et ouais, je voulais en savoir plus et je voulais absolument savoir ce qui allait se passer. Et quand on a enfin eu un semblant de réponse, parce que peut-être que dans les livres suivants, on en saura encore plus, mais quand on a enfin eu des liens qui se connectaient, ouais, moi dans ma tête, ça a fait... Il est vachement bien ce bouquin en fait. Même si je comprends pas tout.
j'ai fini ma lecture. Avec 2 jours d'avance. J'espère que Nadège m'en veut pas trop. Mais cette fois, je pouvais plus m'arrêter. Autant d'habitude, j'arrivais à lire de manière à finir pile à la fin de la semaine, de finir la partie pile à la fin de la semaine pour commencer la partie le lendemain. Mais là, il me restait 3-4 chapitres à lire et j'ai craqué et j'ai tout fini. Désolée. Du coup, vous m'avez vu prendre des notes dans ce petit carnet absolument immonde que vous pouvez pas voir parce que vous êtes loin, mais il est tout gris, tout moche, tout blablabla. C'est un carnet. Je vous ai montré dans mon writing vlog un carnet avec des sons d'urinaire. Celui-là, c'est un carnet Suez que j'ai gagné à la fac, je sais plus pourquoi. On avait fait un espèce de concours de je sais pas quoi, mais tout le monde avait gagné quand même un carnet à la fin. Voilà, il y a de tout dans ce carnet. Principalement Voilà, ça c'est les études que j'ai fait, il y a mon stage et mes cours d'informatique. À la base c'était ça, c'était mes notes de stage et mes cours d'informatique. Et ensuite il y a des chapitres, mon mémoire, des chapitres d'un roman, hein, de ce que j'ai écrit, voilà, mes trucs de stage, il y a des numéros de téléphone, flyers de Cécile. Ça, voilà, il y a des numéros, ouais, il y a des numéros d'urgence, il y a de tout, il y a du WordPress. Il y a mes plannings, parce qu'avant j'avais pas un bullet journal, enfin bref, c'est un sacré bazar. Mais nous avons surtout mes notes en ce qui concerne ce dernier update. On s'en fout, c'est parti. Je vais faire un dernier point sur les personnages LGBT. Non, parce que ce bouquin est divers en plein de points, mais celui-là, c'est celui qui me touche le plus personnellement. Et ensuite, on parlera d'autres choses. Si vous en avez marre de d'entendre parler des personnages LGBT, faut quitter cette chaîne. Ouais, c'est radical, mais... Enfin, si vous l'aviez déjà pas compris, c'est un petit peu ce que je cherche à lire. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que on en avait rien à foutre que les meufs se tapaient des meufs et que les mecs se tapaient des mecs. C'est nulle part, il y avait le moindre jugement, nulle part on essayait de nous faire genre t'as vu, elle se tape une meuf, t'as vu, elle se tape une meuf, t'as vu, elle se tape une meuf. Jamais à un moment on nous a montré ça comme étant quelque chose d'important dans le livre, et ça fait vraiment du bien. Si vous entendez ma sœur rire, j'ai pas la moindre idée de ce qu'elle fout dans sa chambre, j'espère que vous n'allez pas capter toute sa conversation. En fait, oui, c'est super important qu'on ait des livres centrés sur la communauté LGBT, dans le sens où on ait des personnages qui font leur coming out, des personnages qui parlent de ce qu'ils ressentent, qu'on parle d'homophobie, qu'on parle de tout ça, ou qu'on même on ait des romances LGBT. C'est super important, et je veux surtout pas que tous ces livres disparaissent ou quoi que ce soit. Mais ça fait aussi du bien, des fois, d'avoir des livres où on s'en fout, où les personnages sont là, ils sont gays, ils sont bi, ils sont pan, ils sont trans, ils sont tout ce que tu veux. Non-binaire, tout ce que tu veux. Et ça fait pas partie du centre de l'histoire, c'est juste, c'est ainsi que le personnage est, on te le dit, c'est important que tu le saches, c'est important pour la représentation, et ça s'arrête là. Parce qu'au final, dans le prieuré de l'Oranger, Sabran, elle pourrait se taper un mec, ça changerait rien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui est important dans le livre, que c'est ses relations amoureuses à elle, ou même à Nicholas, qui était amoureux d'un homme, dont le grand amour de sa vie était un homme. Enfin, c'est pas important à l'histoire. Ça rajoute énormément au personnage, c'est très mignon, mais c'était pas important. Enfin, c'était pas important à l'intrigue, parce que pour certaines personnes comme moi, bah c'était juste important de le lire. Et de lire un livre où on s'en moque, en fait. Où ils sont comme ça, c'est normal. Surtout quand on a ces débats en ce moment, il y a encore plein de mèmes qui sont sortis sur internet disant que Netflix y mettait des personnages gays qui n'étaient pas nécessaires, mais on n'est pas forcément obligé d'être nécessaire. Vos personnages hétéros, ils sont pas nécessaires non plus. Hein. Pourtant, ils sont partout. Ils sont partout. Hein. On n'est pas obligé d'être nécessaire à l'intrigue. On peut juste exister. Enfin, je veux dire, moi, l'intrigue de ma vie, elle est pas ouf. Je suis pas hétéro pour autant. Du coup, j'ai mis 4 étoiles au prieuré de l'Oranger. Parce que c'était pas un énorme coup de cœur, même si c'était un peu ce à quoi je m'attendais. Mais c'était extraordinaire. C'était vraiment, disons que j'ai lu des livres qui m'ont un peu plus secoué que ça, mais ça restait oufissime, ça restait une lecture de malade, une lecture dont j'avais peut-être un peu besoin aussi de lire quelque chose pour adultes, quelque chose d'un peu plus grand. Je me sens grande maintenant.
C'est pas souvent que je lis de la fantasy vraiment, vraiment hardcore. Là, j'ai essayé avant le prieuré de lire Le Sorceleur, qui est juste là. J'y arrive pas. Ah, j'arrive absolument pas à rentrer dedans. Et du coup, j'avais trop peur parce que le fait de pas réussir à rentrer dans un univers de fantasy pour adultes, je me suis dit, qui est tout petit comme ça, tout petit, parce que c'est minuscule, hein. Je me suis dit, ça là, il y a 1000 pages, mais c'est mort. Et en fait, c'était trop bien. C'est un livre bien rythmé, bien dosé, où il n'y a jamais de temps mort. On ne se lasse pas du tout au cours de l'histoire, contrairement au Fiancé de l'hiver, La Passe Miroir, je sais pas si vous le voyez, il est là, où à la deuxième moitié du livre, je me faisais chier en mourir. C'est trop drôle parce que j'en ai parlé avec Pauline de la chaîne Bookin. Oui, Bookin. Si j'oublie pas, je vous mettrai des liens. Qui est une grande amie à moi et dont on discute beaucoup. Enfin, du moins, j'espère qu'elle me considère comme son amie. Qui m'a dit que La Passe Miroir, pour elle, la première partie était chiante et la deuxième, elle avait bien démarré. Et moi, ça avait été complètement l'inverse. J'avais été à fond dans la première partie. Et à partir, au bout d'un moment, dans la deuxième, enfin j'ai fait une review si jamais vous voulez aller la lire. Mais du coup, ça m'a fait un peu peur quand j'ai commencé à lire Le Prieuré et que j'ai vu que la première partie était géniale. Et je me suis dit que c'était... Quand j'ai vu... Je vais y arriver. La première partie était géniale. Et quand j'ai vu que c'était découpé en plusieurs livres, je me suis dit, oh, au bout d'un moment, ça va être chiant. Enfin, il y a des livres qui vont être moins intéressants que d'autres. Et pourtant, non, ça coule tout seul. Je dirais même qu'on ressent même pas le découpage, en fait. Parce que vous savez, c'est découpé en parties, en livres. Bah, ça aurait pas été découpé, ça aurait été tout aussi fluide, en fait. C'était pas... Voilà, on ressentait pas le découpage entre les parties, contrairement à La Passe Miroir. Je sais pas si ça veut dire un truc, ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, La Passe Miroir, je suis en train de m'acharner sur La Passe Miroir, je suis désolée, mais moi, à chaque fois qu'il y avait une coupure, à chaque fois... Je le ressentais comme un entracte et je ressentais que chaque partie était complètement différente, peut-être même un peu dissociées les unes des autres. Peut-être que c'était l'effet voulu. Avec Le Prieuré, ça ne s'est pas du tout ressenti comme ça. La bataille de fin est épique. Elle est très bien écrite. Elle est très... Je vais réutiliser le mot fluide, mais en fait, des fois, j'ai l'impression que quand je lis des bouquins où ça se tape sur la tronche, je comprends pas trop ce qui se passe. Et ben là, j'ai très bien compris qu'est-ce qu'il faisait quoi, quand est-ce qu'il le faisait. Enfin, c'était très clair. Mais... On va mettre un petit mais dessus, je l'ai trouvé très rapide, en fait, cette scène de fin. Pendant tout le bouquin, quand même, pendant plus de 900 pages, on nous parle du sans-nom qui va revenir, et on nous parle du fléau que c'est, et on nous parle de à quel point cette guerre, elle va être compliquée, et il va y avoir des morts, enfin voilà, c'est quand même le truc de ouf qu'on attend pendant tout le livre, et du coup, j'ai trouvé que c'était cool, mais c'était un petit peu rapide pour tout ce build-up qu'on nous avait fait. La manière dont la mort de Kaliba a été écrite m'a franchement frappée, que ce soit dans l'action qui mène à sa mort, la manière dont les personnages l'ont tuée, mais également son discours quand elle meurt. Et du coup, j'ai trouvé que sa mort était 1000 fois plus impressionnante que la mort du sans-nom, dont on attend le retour depuis le début en fait. Et c'est... Ouais, c'est me répéter un peu de ce que j'ai dit avant, mais c'est vrai que la mort de Kaliba m'a beaucoup plus marqué que la mort du grand méchant qu'on nous a vendu depuis le début du livre. C'est pas qu'elle était mauvaise, mais c'est que en comparaison, Kaliba, elle pesait beaucoup plus lourd dans la balance, quoi. Peut-être parce que j'adorais ce personnage aussi. Alors que son nom, on nous dit que c'est une menace et tout, mais on nous en parle pas. J'ai pas eu l'impression qu'on nous en parlait tant que ça. Alors que Kaliba, on sent son pouvoir au cours du livre, on a son histoire, on a son background, il y a des mystères autour d'elle, enfin... Ouais, donc du coup, sa mort, elle m'a énormément marquée. Je n'attendais qu'une chose, c'était que Ehad et Tané se rencontrent enfin, parce que je savais que ça allait faire des étincelles, et ça a pas manqué, et j'adore la dynamique entre ces deux personnages. On sent que c'est des personnages qui sont complètement différents, des personnages qui peuvent pas vraiment se piffrer et qui n'ont pas les mêmes croyances et tout ça, parce que du côté de Ehad, on tue les dragons, elle tue des dragons, oh j'ai des fourmis dans les jambes, et du côté de Tané, on les vénère. Donc du coup, quand ces deux-là se rencontrent et doivent travailler ensemble pour terrasser le sans-nom, ça fait des étincelles. Et c'était trop bien, les dialogues entre elles, ils étaient piquants et ils étaient très dynamiques. Et en fait, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant. Je trouve qu'on pouvait savoir qui parlait avec qui, sans qu'on nous le dise. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, tous les personnages, ils avaient tellement leur personnalité, leur manière de s'exprimer, leur vocabulaire, que si on ne m'avait pas dit ici c'est Sabran et Ehad qui discutent, eh ben j'aurais quand même compris que c'était Sabran et Ehad. Ici c'est Niklas et je sais pas moi, Tané qui discutent, eh ben j'aurais compris que c'était Niklas et Tané. Parce que les personnages sont... Ils ont leur propre personnalité en fait. Ils sont... Je sais pas comment dire, ils sont très bien écrits quoi.
on va partir là-dessus. Ils sont très bien écrits et ils sont très faciles à différencier les uns des autres. Ça peut sembler comme une évidence, mais j'en ai lu des bouquins où il était impossible de différencier les personnages les uns des autres. Où ils parlaient tous pareil, ils avaient tous la même personnalité, ils avaient tous la même façon de s'exprimer, et il n'y a rien de plus chiant. Par contre, si on reste sur les personnages, en dehors des 4 narrateurs principaux et de 2-3 autres dont je me souvenais des noms, par exemple Kaliba, il y a beaucoup trop de personnages dans ce bouquin. J'étais tout le temps perdue sur qui était qui, sur qui faisait quoi. À chaque fois que je lisais un nom, j'étais là, oh merde, mais t'es qui toi déjà? C'est quand la dernière fois qu'on t'a vu? Et même s'il y a à la fin du bouquin, bah d'ailleurs il est là le livre, tenez je vais vous montrer, même si à la fin du livre il y a tous les noms des personnages, qui sont, leur histoire avant et après, enfin avant et pendant le livre, il y a trop de monde, quoi. Comment on peut avoir assez d'imagination pour ajouter tout ce monde-là? C'est un exploit. Moi, je trouve ça impressionnant. Mais moi, en tant que petite lectrice... Attendez, on va y retourner. Il y a pratiquement 15 pages de personnages. Dans le... Comment on peut écrire ça? Comment on peut avoir le talent d'écrire ça? Et comment on peut espérer que moi, je me souvienne des prénoms de tout le monde? C'est trop m'en demander. Du coup, en parlant de ça, en parlant un petit peu de ce qui est ajouté au roman, donc il y a des cartes, j'aurais peut-être dû le dire au début de ce blog, mais il y a des cartes, et il y a un glossaire, et en fait c'est très sympa un glossaire, mais j'aurais quand même préféré honnêtement une astérix et une note de bas de page, juste une fois. Parce que, enfin, retourner en arrière sans savoir si le mot qu'on a lu va être dans le glossaire, enfin voilà, c'est personnel, mais moi je suis une très très grande fan des notes de bas de page. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, mais moi les notes de bas de page, j'adore ça. J'en fous dans tous mes bouquins. Enfin bref, des romans de fantasy, déjà, de vraie fantasy pure, j'en ai pas lu beaucoup. Et je crois que c'est le premier que je lis écrit par une femme. Et il y a un point assez marrant. Drôle comme il a fallu d'un seul bouquin de fantasy pour détruire tous les clichés de la fantasy. Vous savez ces clichés que les mecs... Ah ouais, on va y aller fort. Enfin, fort. On va y aller normalement parce que ça devrait être basique. Enfin, ça devrait être simple, facile de compréhension. Mais quand on écoute certains hommes, on dirait que dans la fantasy, c'est normal qu'il y ait du sexisme, de la misogynie, de la culture du viol, de l'homophobie même. Parce que ça fait partie du genre. Il n'y a rien de tout ça dans ce bouquin. Il n'y a rien. Et c'est de la vraie fantaisie. Et c'est bien. Comme quoi, peut-être qu'on peut le faire. Non, parce que je sais pas, hein, quand j'écoute certains, j'ai l'impression que c'est pas possible. Que c'est vraiment vous demander l'impossible. Mais si une femme peut le faire... Ce point-là a très bien été expliqué par la chaîne... alors attendez. La chaîne Les bouquins d'un bébé dragon. Je suis désolée, je ne connais pas encore ton prénom. Je viens à peine de m'abonner à ta chaîne. C'est un coup de cœur de malade. Je suis pas sûre que tu passeras par là, mais je viens de m'abonner à ta chaîne et à ton compte Twitter. Et j'aime énormément ce que tu fais. Donc la chaîne s'appelle Les bouquins d'un bébé dragon. Et elle en a très bien parlé dans son vlog justement sur le prieuré. Donc du coup, je vais vous laisser un lien vers son blog dans la description. Si jamais je l'oublie, faites-moi signe. Pour que vous alliez voir ça, parce qu'il faut aller voir sa chaîne, ça est très cool. J'aime beaucoup ses reviews, et j'aime beaucoup sa review sur le prieuré. Donc du coup, si vous envisagez de lire le prieuré, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? C'est blindé de spoilers, mais en plus, sa chaîne à elle, il n'y avait pas de spoilers, donc du coup, j'aurais peut-être dû en parler en début du vlog. Mais je l'ai regardé qu'aujourd'hui. Tant pis pour vous. Et enfin, je vais vous parler d'un petit détail qui n'a pas grand chose à voir avec le prieuré, mais en fait, je pense que c'est important de le rappeler. À chaque fois que j'ai parlé du prieuré, que j'ai posté mon avancement sur Goodreads, qui s'est donc posté automatiquement sur mon Twitter, que j'ai donc montré au monde la taille du bouquin que je lisais, que ce soit par le nombre de pages écrites ou par mes photos, beaucoup d'entre vous m'ont dit « J'ai trop peur de commencer le prieuré, j'ai envie de le lire, mais j'ai trop peur de le commencer parce que c'est trop gros, parce que je vais prendre trop de temps à lire, parce que blablabla. » Il va falloir qu'on discute de ça, parce que c'est plus possible. Il faut que vous arrêtiez de vous dire ça. Je peux comprendre que la brique soit intimidante, hein. Je dis pas le contraire. Ce truc-là est énorme, hein. C'est pas dans mes habitudes de lire un truc si gros. Qu'est-ce que j'ai lu d'aussi gros ? Rien, parce qu'il me semble que American Gods n'était même pas aussi gros. Donc je peux comprendre.
Mais à quel moment est-ce qu'on vous a mis un couteau sous la gorge? Non, parce que quand je lis vos tweets, quand je lis vos messages, vos DM et tout ça, j'ai l'impression que vous avez été menacé par quelqu'un quand vous avez osé dire que vous vouliez commencer ce livre, ou pour n'importe laquelle de vos lectures en fait. Rappel important, le but de lire, c'est de s'amuser, c'est d'y prendre du plaisir. Donc toi, derrière ton écran, il y a deux choses que tu as tout à fait le droit de faire quand tu décides de commencer un livre. Peu importe sa taille, peu importe son genre, peu importe son public visé. Tu as tout à fait le droit de mettre une éternité à le lire. Je te jure. Vous savez combien de temps j'ai mis à lire celui-là, là, American Gods? Bon, là, c'est la version anglaise, donc c'était un peu plus compliqué, mais vous savez combien de temps j'ai mis à le lire? 6 mois. Ce truc-là, là 6 mois. Prieuré, j'ai mis 1 mois et demi. Mais parce qu'on était en lecture commune. Honnêtement, on n'aurait pas été en lecture commune, je me serais pas mis un coup de pied au cul tous les jours pour le lire, et on n'aurait pas été confinés. Ouais, 6 mois. Et alors? Ce n'est pas une course. Je sais que voir tout le monde poster son Goodreads, ses lectures, ses reviews sur YouTube ou sur les blogs, ça donne l'impression d'être en compétition avec les autres, que les autres lisent plus, que les autres blablabla. Mais vous êtes en compétition avec personne. Pas même avec vous-même. Lisez à votre rythme. Le but, c'est d'y prendre plaisir. Alors on se calme. S'il vous faut 1 an pour lire Le Prieuré de l'Oranger, prenez ces 1 an. On s'en fout du compte de mots à la fin sur Goodreads. Le compte de livres à la fin ou le compte de pages à la fin sur Goodreads. Je vous jure qu'on n'en a rien à péter. Mais alors, que dalle. Ni moi, ni le copain d'en face, ni le mec là-bas qui en lit 250, ni le mec là-bas qui en a jamais ouvert un. On s'en fout. Mais hardcore. Et vous devriez vous en foutre aussi. Enfin, deuxième truc que vous avez le droit de faire, et j'arrive pas à croire que je dise ça en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une peur que certains avaient, qui se sentaient coupables ou je sais pas quoi. Vous avez le droit d'abandonner un livre. Je vous jure, je vous en donne l'autorisation. Vous êtes en train de lire là un livre que vous pouvez pas voir, vous avez le droit de l'abandonner. Allez-y, fermez-le. C'est pas grave. Vous n'avez aucune obligation de finir un livre, que ce soit parce qu'il ne vous plaît pas ou parce que vous ne le compreniez pas. Ce n'est pas une honte, ça ne fait pas de vous un mauvais lecteur ou une mauvaise lectrice. Ça fait juste de vous une lectrice ou un lecteur qui n'a pas apprécié sa lecture et qui a décidé que plutôt que de perdre du temps dessus, allait le refermer et prendre autre chose qu'il allait aimer. Ou qu'elle allait aimer. Pas plus simple et plus facile. Je vous montre, on fait comme ça, regardez. Vous avez le livre, oh ça me plaît pas, oh c'est trop dur, je comprends pas, oh j'ai vachement envie de lire Heartstopper de Alice Oseman. Je vais aller lire Heartstopper de Alice Oseman. Peut-être que vous ne rouvrirez jamais ce bouquin, peut-être que vous allez le rouvrir dans 1 an et que ça va être une véritable révélation pour vous, ou que vous allez juste apprécier, on n'est pas obligé d'avoir des coups de cœur pour tous les bouquins. Peut-être que vous ne le rouvrirez jamais. Peut-être que quand vous allez le rouvrir, vous allez encore abandonner. Devinez quoi? C'est pas grave. Encore une fois, vous n'avez pas de couteau sous la gorge. Personne vous a menacé hein. Même moi qui étais en lecture commune, si j'avais voulu l'abandonner, ça aurait été fait. Hein. J'ai eu la chance que ça me plaise. Si c'est pas votre chance, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Moi, personnellement, je m'en fous. Du coup, tout en sachant ces 2 règles, que vous avez le droit de prendre votre temps et que vous avez le droit d'abandonner, qu'est-ce qui vous empêche de prendre ce livre? En dehors du prix, là-dessus, je peux comprendre. Ok? En dehors du prix, si c'est le prix qui dérange, alors là, j'ai rien à dire. Mais c'est juste une histoire de c'est une grosse brique et ça me fait peur, mais c'est pas grave. Prenez-le, ouvrez le livre si vous avez envie de le lire. Prenez-le, ouvrez-le. Il vaut mieux ouvrir un livre et être déçu que de ne jamais l'ouvrir et passer à côté de ce qui pourrait être le livre de votre vie.